Voda Zara Daf Samechet. On a vu dans le daf précédent une machloket Tanaïm, à savoir est-ce que un issour qui donne un mauvais goût dans un plat, est-ce qu'il interdit tout le plat ou pas? Viennent la Mouraïm Oula et Rabbi Yochanan et discutent à savoir dans quel cas se situe la machloket Tanaïm. D'après Oula, la machloket Tanaïm n'est que dans un cas où le issour a au début amélioré le plat et puis ensuite il l'a abîmé. Et dans ce cas-là, la machloket Tanaïm, est-ce qu'il interdit, est-ce qu'il sert tout le mélange ou pas? Mais dans un cas où le issour, dès qu'il est tombé, il a laissé un mauvais goût dans le mélange, dans le plat, selon tous les Tanaïm, il n'est pas osser, il n'interdit pas le mélange. Rabbi Yochanan, par contre, pense que la machloket se situe dans un cas où le issour abîme, laisse un goût désagréable dans le mélange dès qu'il tombe dans le mélange, et cependant il y a une machloket Tanaïm à savoir est-ce qu'il interdit quand même la totalité du plat, du mélange, ou non. Et la Gemara reste en safek, selon Rabbi Yochanan, qui dit que la machloket Tanaïm se situe dans un cas où le issour abîme le plat dès qu'il tombe. Est-ce que dans un cas où au début le issour a amélioré le goût du plat et puis ensuite l'a abîmé, est-ce que ici aussi se situe la machloket Tanaïm, ou bien dans ce cas-là, selon tout le monde, tous les Tanaïm, le issour interdit la totalité du mélange. L'exemple classique que la Gemara donne pour un issour qui a au début en tombant dans le mélange a amélioré le goût et puis ensuite l'a abîmé, c'est l'exemple du vinaigre de Yaïneser, donc du issour, qui est tombé dans un plat, dans une salade de légumes crus, et donc ça a amélioré puisque c'est du vinaigre qui assaisonne. Et puis ensuite, il a cuit les légumes, c'est devenu de la soupe, et le vinaigre dans la soupe, ça abîme déjà le goût. Et c'est ça, donc, l'exemple d'un cas où, Ishbiach, au début, il a amélioré le goût, ou le basof bagam. Mais ensuite, il a abîmé le goût, et c'est là-dessus que la Gemara discute, à savoir, est-ce que ça interdit la totalité du mélange ou pas. La Gemara ensuite ramène une braïta, une braïta pour objecter la discussion entre Oula et Rabbi Yochanan. La Gemara repousse. Et puis ensuite, la Gemara ramène une deuxième braïta. Au début, c'était une Mishnah, et ensuite une braïta. Dans la braïta, il y a trois parties de la braïta. Il y a la Reisha, il y a la Metziata, et il y a la Sefa. Dans la Reisha, la braïta parle d'un cas de un levain de Turuma qui est tombé dans la pâte pour la faire pour faire de la pâte, pour lever la pâte, et aussi un autre levain aussi de choulin, donc qui est permis, est tombé aussi dans la pâte pour la faire lever. Donc ici on a du issour, on a du éther. La touruma est interdite à celui qui n'est pas kohen, à celui qui n'est pas taor, et puis du levain de choulin qui est permis. Dans un cas où dit la reisha, donc le premier cas de la braïta dit comme ça: si le levain du éther et le levain du issour sont tombés ensemble dans la pâte, donc il se trouve qu'il y a trop de levain ici et la pâte va s'abîmer, et donc c'est considéré comme si le issour abîme le plat dès qu'il tombe dans le plat, puisqu'il n'y aura jamais une étape de dire que le levain le levain du issour améliore la pâte et la fait monter, et puis ensuite il l'abîme. Mais puisque de toute façon depuis le début le levain du éther s'est associé au levain du issour pour monter la pâte. Bon, on verra dans la suite, la Gemara elle explique mieux ce cas-là. Donc le premier cas de la Reisha, c'est un cas où sont tombés ensemble le levain du issour avec le levain du éther. Et dans ce cas-là, on voit une machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, à savoir est-ce que c'est interdit ou pas. Donc ici, on voit clairement que même dans Pogem Meikaro, c'est-à-dire un issour qui dès qu'il tombe dans le mélange, le plat, il l'abîme, il y a quand même une machloket, est-ce que c'est interdit ou pas. Donc ça soutient l'avis de Rabbi Yochanan.
À la fin de la sugya, la Gemara explique que le chidouche de cette bava, donc de ce din-là, c'est que Rabbi Shimon ne considère pas que le levain du Issour a au début amélioré la pâte jusqu'à qu'après elle s'est abîmée, en même temps que le levain du Éther, mais que le levain du Éther, donc, le levain du Issour n'était pas unique à faire améliorer la pâte, donc il ne s'appelle pas qu'il a amélioré au début. Et puis, dès que la pâte s'est abîmée, donc là, ici, le levain du Issour était aussi associé à cette étape-là. Et donc, on considère ça comme s'il avait depuis le début abîmé la pâte, puisque ce que la pâte était améliorée au début ne se rapporte pas uniquement sur le levain du Issour. Donc, à partir de ce moment-là, on considère ici comme si le levain du Issour avait depuis le début abîmé la pâte. Et donc, la pâte est, selon Rabbi Shimon, est permise. Et se pose évidemment la question, comment ça se fait qu'on ne considère pas que le levain du Issour, en s'associant avec le levain du Éther, l'a amélioré au début, de la même manière qu'on dit que par la suite, le levain du Issour a abîmé la pâte. Et la Gemara explique, donc à la fin de la Sugya, la Gemara va expliquer que Rabbi Shimon Leshitato, lui, pense qu'on n'associe pas le Issour avec le Éther, ni même deux Issourim différents, on ne les associe pas pour compléter la quantité du Issour demandé. Ça, c'est la Recha. Donc, conclusion, la Recha, finalement, on voit dans la Recha que si le Issour a abîmé le mélange, le plat, dès qu'il est tombé dedans, Machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, selon Tanakama c'est Assour, selon Rabbi Shimon c'est Moutar. Deuxième cas de la Braïta, c'est un cas où le Issour a au début amélioré puis ensuite a abîmé le plat, selon tout le monde c'est Assour. L'exemple est, si le levain de tourma est tombé d'abord dans la pâte, donc il a au début amélioré la pâte puisqu'il était insuffisant pour abîmer la pâte, il n'était que suffisant pour au contraire l'améliorer. Donc puisqu'il a au début amélioré, puis ensuite quand est tombé le levain du Issour aussi, les deux ensemble ont abîmé la pâte, donc c'est un cas d'un Issour qui a amélioré puis ensuite abîmé, selon tout le monde, c'est Assour. Troisième cas de la Braïta, ça ressemble au premier cas, c'est le cas où il a abîmé le mélange depuis le début. S'il a abîmé le mélange depuis le début, se trouve la marloquette entre Tanakama qui interdit et Rabbi Shimon qui permet. L'exemple, il y a deux exemples ici. Soit, premier exemple, c'est l'exemple du levain choulin, donc de éther, le levain permis qui est d'abord tombé dans la pâte. Et ensuite, quand est tombé le levain de tourma, donc le levain interdit, a immédiatement abîmé la pâte puisqu'elle avait déjà suffisamment monté, elle était déjà suffisamment levée la pâte. Donc maintenant, quand le levain de tourma tombe, il ne peut que abîmer la pâte immédiatement. Ça, c'est un exemple de machloket, à savoir est-ce que notantam lifgam tout de suite, est-ce que c'est interdit ou pas. Deuxième exemple, le vin ou le vinaigre qui sont tombés dans le plat, donc dans un plat chaud, dans un plat cuit déjà, où là, ils ne font que abîmer le mélange, et c'est un cas donc de notantam lifgam immédiatement, meikara, et c'est sur cela que se trouve la marloquette, comme on l'a vu. Selon Chachamim, c'est interdit, selon Rabbi Shimon, c'est permis. Deuxième deuxième sujet du DAF, une souris qui est tombée dans un tonneau de bière. Rav a interdit la totalité du tonneau. Malgré que, a priori, on devrait dire que c'est notentam lifgam, la souris laisse un mauvais goût dans la totalité du tonneau. Pourtant, Rav a interdit le tonneau. Pour quelle raison? La Gemara propose une première raison en disant que puisque la Torah a fait un chidouche de dire que la souris est interdite, alors que a priori, c'était pas la peine de le dire, puisque de toute façon, les gens ne mangent pas les souris. Donc, puisque la Torah est venue faire un chidouche, la Torah nous a dévoilé qu'ici, ça sort du principe habituel, du principe classique, qui disait que quelque chose qui laisse un mauvais goût est interdit. Si vraiment la Torah voulait rester dans la classique, elle aurait pu se taire. Et évidemment que les gens ne mangent pas de souris. Si la Torah a quand même précisé que la souris est interdite, c'est bien pour nous apprendre que même dans un cas pareil,
ou par exemple la souris a laissé un mauvais goût dans le tonneau, toute la totalité du tonneau est interdite. La Gemara ajoute entre parenthèses que cependant, si la souris s'est desséchée complètement, après sa mort évidemment, elle ne donne plus de Toum'a. Donc ici on n'utilise pas cette même idée pour dire que puisque la Torah a quand même précisé que la souris rentamait alors que de toute façon les gens s'en séparent. Donc on devrait dire que la Torah est venue nous apprendre que même dans un cas où elle s'est desséchée complètement, ça rentamait. Il y a cependant, on a une Xerat HaKatuv qui nous apprend, la Torah nous apprend que non, que c'est que quand la souris est encore fraîche à sa mort, c'est là où elle rentamait, mais pas plus tard. Donc revenons au psak de Rav. Rav a interdit la totalité du tonneau dans lequel est tombée la souris. Première raison qu'on a vue, c'est de dire que puisque la Torah interdit la souris, c'est bien pour nous apprendre que même dans un cas pareil, c'est interdit. Deuxième proposition, la Gemara ramène Rava. Rava avait un safek. Quelle est la raison de Rav? Est-ce que Rav est cholek complètement sur le din de Notentam Lifgam Moutar? Peut-être que Rav pense que même si ça laisse un mauvais goût, ça interdit la totalité du mélange. Et donc, sachant que l'alacha est que Notentam Lifgam Moutar, donc ici l'alacha ne serait pas comme Rav, et le tonneau doit être permis. Ou bien, deuxième possibilité, se demande Rava, c'est de dire que la raison de Rav est non pas que malgré que la souris laisse un mauvais goût, c'est interdit, mais peut-être que la souris améliore le goût de la bière. Si c'est ça la raison de Rav, on devrait dire que malgré que l'halakha est que si ça laisse un mauvais goût, c'est permis, mais dans ce cas-là, ça devrait être interdit. Donc Rava reste en safek. La Gemara ensuite traite le cas de la souris qui est tombée dans du vinaigre. Est-ce que ça interdit le vinaigre ou pas? La Gemara ramène quelques svarot et quelques opinions sur ce cas-là. Finalement, la Gemara tranche la halakha que c'est batel beshishim. Donc, s'il y a 60 fois plus que la quantité le volume de la souris, s'il y a 60 fois plus que ça dans le vinaigre, eh bien, le vinaigre est permis. De même, ajoute la Gemara, tous les isurim de la Torah, ils s'annulent dans une quantité qui est 60 fois plus grande que la quantité du isur. Rashi précise qu'il s'agit d'un cas où le isur est tombé dans une autre espèce que lui-même. Mais si les deux sont de la même espèce, comme par exemple du blé de Trouma dans du blé de Choulin, dans ce cas-là, ça s'annule jamais. Afilu bema shehu, c'est interdit toute la totalité du mélange.